Et merci encore pour l'invitation. Donc oui, je suis Nicolas Rouget, je travaille à la fois à l'INREA et à l'Institut des maladies neurodégénératives. Donc en fait, je travaille en ce qu'on appelle les neurosciences computationnelles. Donc je vais vous en dire un mot. Et avant de commencer, ou en commençant, je vais vous parler de mon chat, parce que j'aime bien parler de mon chat. J'imagine que vous êtes plusieurs à avoir des chats ici. Et en fait, c'est très étonnant parce que, donc moi, le mien, il est relativement vieux maintenant. Je le connais plutôt bien et en fait, je communique en permanence avec lui. C'est-à-dire, c'est une femelle, donc quand elle a faim, quand elle veut jouer, quand elle veut avoir des caresses, quand elle veut sortir, il y a pas de problème. Ça lui prend quelques minutes pour me dire tout ça. Et si j'ouvre pas la porte, non, en général, ça se passe pas. Elle miaule très très fort et donc elle arrive à se faire ouvrir la porte. Tout ça sans parler évidemment. Et dans notre maison, il y a aussi des araignées. Bon, je suis un petit peu moins familier et ma femme encore moins. Donc en général, ma mission, c'est de prendre l'araignée, de la mettre dehors, quoi. Et donc dans les deux cas, on a des êtres vivants. Donc dans un cas, j'ai le chat, j'arrive très bien à communiquer avec lui, il n'y a pas de souci. Et l'araignée, qui a priori est un être vivant elle aussi, ça se passe en général beaucoup moins bien. Bon, après, il y a des gens qui sont très fans d'araignées, hein, j'en doute pas, mais dans le cas général, non, il n'y a pas vraiment de communication, pas vraiment de sympathie. Et une des questions, c'est quoi la différence entre ces deux êtres qui fait que dans un cas, je vais pouvoir communiquer et dans l'autre, en fait, rien, il se passe pas grand-chose. Donc l'idée, c'est de dire que peut-être que les formes de la cognition vont être différentes. Alors je ne vais pas donner une définition de la cognition, mais en tout cas, on va clairement la différencier de ce qu'on va appeler l'intelligence. Donc quand on va parler de cognition, je vous ai fait un nuage de mots, c'est un peu tous ces processus qu'on va vouloir prendre en compte. Alors évidemment, au centre, il va y avoir la perception et l'action, parce que si on n'a pas ni de perception ni d'action, on ne va pas pouvoir faire grand-chose. Et évidemment, ce qui va nous intéresser, c'est tout l'apprentissage qu'il peut y avoir là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Là, il y a un très joli dessin. En gros, c'est un peu tout, quoi. Ça peut être jouer, faire des os plats, taper à l'ordinateur, marcher, parler. Enfin voilà, c'est un peu tous ces processus. Et au centre, on pense qu'il y a effectivement cette idée de perception, d'action et d'apprentissage. Et donc on peut se demander, peut-être que finalement l'araignée, elle ne sait rien faire de tout ça. Alors pour l'araignée, je ne sais pas, mais en fait on peut aller voir des choses encore plus simples. Donc il y a un des cerveaux, enfin un cerveau entre guillemets les plus simples, qui s'appelle le C. elegans. Donc c'est un tout petit ver qui fait 1 mm et qui a exactement 302 neurones. Donc c'est vraiment pas énorme, hein. Je vous donnerai les chiffres après. Mais déjà avec 302 neurones, il est capable d'avoir de la proprioception qui va lui permettre de se mouvoir. Donc en fait, il fait un mouvement de reptation. On a de la plasticité, de l'apprentissage et donc de la mémoire. Et on a une chose encore plus étonnante, on a la prise de décision. Donc prendre une décision, ça veut dire qu'on reconnaît qu'il y a effectivement une situation où il faut aller, dans le cas le plus simple, soit vers A, soit vers B. Donc le ver est tout à fait capable de faire ça. Donc 300 neurones, en tout cas, ça suffit, dans ce que j'ai écrit, pour la vie du ver. Alors après, au niveau de la cognition, pour l'instant, on va dire, a priori non, mais on ne sait pas. Peut-être qu'il nous manque encore des choses. Si ça vous intéresse, il y a un très beau projet qui s'appelle OpenWorm, qui existe sur Internet. Donc l'adresse va être openworm.org et vous avez accès à tout le connectome de ce ver. C'est-à-dire qu'on connaît chaque neurone individuel et on est capable on sait en plus comment ils sont connectés. Et après la question c'est est-ce qu'on est capable de recréer un ver complètement artificiel à partir de ça. Alors maintenant, si on regarde cette question de la cognition, peut-être qu'une première idée, c'est de dire, on va regarder le nombre de neurones. Donc là, je vous ai mis quelques chiffres. Donc je vous ai dit, le C. elegans, c'est 300 neurones. Et vous avez à l'autre bout de la chaîne, mais qui n'est pas la fin, il y a des cerveaux avec plus de neurones. Vous avez l'humain, c'est 86 milliards de neurones.
C'est la dernière estimation, donc c'est un article de Herculano Souzel de 2014, ça vous donne à peu près les chiffres. Et je vous rappelle que chaque neurone est connecté en moyenne à 10 000 neurones, donc ça fait quand même une sacrée complexité. Mais comme je vous l'ai dit, le chat qui est représenté quelque part sur la figure, donc du coup j'ai oublié de le mettre, se situe entre le C élégance et entre l'humain, et a priori il y a de la cognition. Donc des hypothèses qui ne sont pas vraiment bonnes, c'est de dire ça va être la taille du corps, ça va être la taille du cerveau, ça va être le ratio cerveau-corps, voire même vous avez besoin d'un cerveau. Alors si on regarde dans les choses un peu étonnantes dans la nature, pour la prise de décision, en fait il y a tout un tas d'organismes qui n'ont pas de neurones et qui sont capables de prendre des décisions. Donc notamment vous avez les slime molds. Donc ça, on a des expériences qui mettent en évidence que c'est capable de prendre une décision face à... Alors, c'est un setup très très particulier, mais en gros, vous n'avez pas besoin de cerveau pour le faire. Alors, encore plus étonnant, vous avez des physiciens qui ont fait un appareil qui est capable de prendre une décision sur la base d'un photon. Donc, on envoie un photon, c'est à base de mécanique quantique, et avec des miroirs qui vont bien, on est capable de faire jouer ce photon au bandit manchot. Alors c'est un setup très particulier, mais pour vous dire qu'éventuellement, on n'a même plus besoin de neurones. Alors si ce n'est pas les neurones, on peut se poser d'autres questions. Qu'est-ce qui va être important pour la cognition ? On pourrait regarder les structures particulières. Donc les cerveaux de la plupart des mammifères ne sont pas connectés au hasard. Il y a quand même tout un tas de choses qu'on va retrouver. Donc par exemple, ça peut être les ganglions de la base, l'amygdale ou le cortex frontal. On pourrait se dire qu'il faut peut-être des aptitudes spécifiques. Donc parmi les tests qu'on a en éthologie, c'est par exemple la capacité de reconnaître soi par rapport aux autres. Ça peut être le test du miroir, ça peut être la capacité de communiquer, ou alors ça peut être des architectures spécifiques. Par exemple, ça peut être peut-être la densité de neurones, la modularité, l'auto-organisation ou la connectivité. Et en gros, si on commence à faire ça chez les mammifères, on a un gros problème là qui est sur l'image, c'est la pieuvre qui a un cerveau qui est extrêmement différent de tous les autres, d'à peu près tout le monde. En gros, c'est Peter Godfrey-Smith, qui est un des pontes de l'étude de la pieuvre, dit si vous voulez étudier un cerveau alien, donc d'une autre planète, en gros, allez regarder chez la pieuvre, ça ressemble à rien. Et pourtant, la pieuvre est extrêmement intelligente. Elle sait imiter. Donc, par exemple, quand on met deux pieuvres dans deux bassins, une va être capable d'apprendre à ouvrir un bocal et l'autre va apprendre en regardant l'autre pieuvre le faire. Donc, ça a vraiment des propriétés étonnantes. Donc, une fois qu'on a vu tout ça, on va malgré tout essayer de comprendre un peu, ça peut être quoi les bases de la cognition. Ce qu'on a pour commencer, en fait, c'est tout un tas de contextes. Donc là, je vous en ai mis, on va dire, les principaux, mais vous avez à la fois la biologie, les sciences cognitives, l'informatique et la philosophie. Et tout le challenge, ça va être d'essayer de rassembler un peu toutes ces informations pour avoir une espèce de vue cohérente sur ce que peut être la cognition. Alors moi, mon travail se situe plutôt dans la partie computationnelle, c'est-à-dire faire les neurosciences computationnelles. Et en l'occurrence, on essaie de mettre au point des paradigmes de calcul, donc qui vont être assez précis. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors où est-ce qu'on commence quand on veut faire des neurosciences ? On va déjà choisir le type de modèle. Alors vous avez déjà, j'imagine, entendu parler de réseaux de neurones. On va faire une distinction un peu plus fine. On va parler de modèles connexionnistes, biophysiques ou cognitifs. Alors les modèles connexionnistes, pour faire court, ça va être les modèles type deep learning, où là, ce qu'on va chercher à avoir, c'est de la performance pour résoudre une tâche en particulier. Donc ça peut être une tâche de reconnaissance d'image, ça peut être une tâche de reconnaissance de la parole. Donc là, l'idée, c'est d'avoir vraiment la performance avec les bons algorithmes d'apprentissage. Les modèles biophysiques, c'est des modèles extrêmement précis de quelques neurones, alors quelques, ça peut être quelques milliers, quelques millions, où on va prendre le modèle de neurones le plus précis possible, c'est-à-dire avec, donc en général, ces modèles de Hodgkin-Huxley,
pour faire des modèles qui puissent vraiment rendre compte des enregistrements qu'on va aller faire dans le vivant. C'est-à-dire qu'on va poser les électrodes à un endroit, par exemple sur le cortex, et on va voir si on arrive à modéliser cette petite partie. Et on va dire entre les deux, ce que j'appelle les modèles cognitifs, on veut faire des modèles, alors qui ne soient pas aussi précis que les modèles biophysiques, mais dont le but est de rendre compte du comportement. Donc là, on ne veut pas forcément résoudre une tâche en particulier avec les meilleures performances. On veut que le modèle se comporte, qu'il résolve une tâche relativement simple, telle que les tâches qu'on va pouvoir trouver soit en psychologie, soit en biologie. Et donc pour ça, on a le matériel de base, c'est l'anatomie, la physiologie, toutes les expériences et tous les cas de pathologie et de lésions. Donc on est assez friand notamment des pathologies et des lésions, parce que ça nous apprend comment le cerveau fonctionne en mode dégradé, entre guillemets. Donc vous avez des pathologies, enfin des lésions assez célèbres, notamment où il manque toute la partie du cortex frontal, parce que non, vous connaissez cette histoire où c'était un ouvrier qui manipulait de la dynamite, et en fait la dynamite a explosé, lui a fait rentrer une barre au niveau de l'arcade, et c'est ressorti par le cortex frontal. Bon, désolé, on vient de manger. Il n'est pas mort. Par contre, son comportement a changé de façon absolument drastique. C'est-à-dire qu'il n'était plus capable de se projeter sur le long terme. Donc ça veut dire qu'il a dépensé tout son argent assez rapidement. Donc c'est le genre de symptômes qu'il peut y avoir. Il y a d'autres cas qui sont aussi assez intéressants. C'est les cas d'amnésie antérograde, où là, c'est pas que vous avez oublié vos souvenirs, c'est que vous êtes incapable de former de nouveaux souvenirs. Donc il y a un patient célèbre qui s'appelle HM, vous pourrez chercher, et cette personne est incapable d'emmagasiner des nouveaux souvenirs. Donc c'est-à-dire que quand il va chez le médecin, il rentre, il dit bonjour, et au bout de 2 minutes, il dit bonjour. Et au bout de 2 minutes, il dit bonjour. Parce qu'en fait, il a oublié qu'il vient de rentrer dans la pièce, donc comme il vient de voir le médecin pour lui la première fois, il dit bonjour tout le temps. Bref, pour faire les modèles, ce qu'on va voir, c'est des hypothèses simplificatrices assez extrêmes. Et on veut avoir donc ce que j'appelle le calcul parallèle et distribué. Et éventuellement, je reviendrai sur la validation. Alors pourquoi c'est important d'avoir ce calcul parallèle et distribué? C'est qu'on veut éviter ce qu'on appelle la malédiction de l'homoncule. Donc j'imagine que vous connaissez ce que c'est la théorie de l'homoncule. En fait, pour expliquer comment fonctionne le cerveau, pour faire court, une façon simple, c'est de dire j'ai un petit homoncule dans le cerveau qui est aux commandes du cerveau. Et comme ça, j'ai résolu le problème. Jusqu'au jour où quelqu'un va dire, oui, mais dans la tête du petit homoncule qui pilote le cerveau, il y a quoi? Il y a un deuxième homoncule qui pilote le cerveau, Et forcément, si on fait ça, on rentre dans une espèce on rentre dans une régression infinie. En gros, ça n'explique rien. Alors ça paraît débile de penser ça, mais en fait, quand on va faire la modélisation, il y a moyen d'introduire cet homoncule, des fois, sans le savoir. Alors la façon la plus évidente, c'est l'idée du central exécutif, donc ça date des années 74, de dire que c'est le central exécutif, donc ça va être une zone dans le cortex frontal qui va dire c'est moi qui suis aux commandes de tout. Et donc forcément la question qu'on va poser, d'accord, mais comment ça marche et qui contrôle le central exécutif? Donc ça, on veut le rejeter. De façon un peu plus subtile, lorsqu'on va faire des réseaux, on peut avoir ce qu'on appelle les superviseurs implicites. Donc vous avez un algorithme assez célèbre qui s'appelle les cartes auto-organisées, qui utilise ce qu'on appelle le winner-take-all. Donc dans votre modèle, vous avez un ensemble de neurones qui ont des activités, on ne sait pas ce que c'est, et on voudrait bien que le neurone qui a l'activité la plus forte persiste et que tous les autres soient à 0. Donc comment on fait ça avec le winner-take-all? Dans le programme qu'on va écrire, de façon externe au modèle, on a une fonction qui vient regarder toute l'activité des neurones et qui dit, OK, toi tu as gagné, les autres, vous vous mettez à 0. Et donc ça ne va pas non plus, parce qu'on va demander, oui, mais dans le cerveau, qui ferait ça? Et là, on est embêté. Donc ça veut dire qu'on doit aussi enlever ce type de superviseur. Et pour l'enlever, il faut passer par d'autres types de calculs. Donc ce qu'on fait dans notre groupe, c'est qu'on a défini un paradigme de calcul pour faire ces réseaux de neurones artificiels. En gros, il y a 4 propriétés qu'on veut assurer. C'est que c'est distribué, c'est-à-dire qu'on ne veut pas avoir de superviseur, donc comme je viens de vous le raconter.
on va dire asynchrone, parce qu'on ne veut même pas d'horloge centrale. Donc si vous connaissez un peu le fonctionnement des processeurs ou des réseaux de neurones, en fait, il y a souvent l'activité est évaluée avec soit des couches, ou alors il y a un top d'horloge pour dire, ok, on évalue, on évalue, on évalue. Et c'est toujours la même question, c'est, bah oui, mais qui donne le top? Alors dans le cas du cerveau, on a des rythmes, on peut quand même en rendre compte. Numérique, parce qu'évidemment, on ne veut pas introduire de symboles dans le modèle. On aimerait bien qu'il les trouve par lui-même, en gros, que ça émerge du modèle. Et enfin, adaptatif, parce qu'on va essayer de faire apprendre des choses au modèle, et c'est ça qui va nous intéresser. Donc l'idée, c'est de dire que si on a des propriétés dans le modèle, elles vont être indépendantes du simulateur. Donc si je donne mon modèle à quelqu'un d'autre avec un autre simulateur, il devrait retrouver les mêmes propriétés. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On peut faire un Executive Decision Maker. Donc ça, c'est un petit film qui vient du film Brasil, non? Vous connaissez? Voilà. Donc il y a un petit appareil qui est assez rigolo, c'est quand vous avez une décision à prendre, donc c'est une espèce de bureaucratie kafkaïenne, vous remontez le petit pendule, vous le laissez tomber et vous avez votre réponse qui est soit oui, soit non. Simple, efficace. Et ça marche dans tous les coups. Bon, si vous n'avez pas de bol, vous n'avez pas de réponse, mais ça arrive pratiquement jamais. Donc la question, c'est voilà comment. La question que ça pose, c'est est-ce qu'on peut faire le modèle le plus simple pour prendre une décision. Donc je vous ai dit que pour le C élégant, c'était 302 neurones. En fait, on peut faire beaucoup plus simple. Il nous suffit d'avoir 2 neurones. Donc là, je vous l'ai mis sous forme d'équation, mais grosso modo, ça modélise l'activité des neurones. Et l'idée, c'est que vous avez un neurone X et un neurone Y. Tous les deux veulent augmenter. Mais plus ils augmentent, et plus ils disent à leurs voisins respectifs, bah écoute, non, toi, il faut que tu écrases ton activité parce que moi, je suis en train de monter. Et les deux sont en train de faire ça. Alors, si vous avez un système qui est parfaitement symétrique, comme on peut le faire en informatique, vous allez obtenir les courbes rouges, là, en fait, où il ne va pas y avoir de décision. Mais comme on a un peu de chance, dans le cerveau et dans les simulations, dans le cerveau, il y a du bruit, c'est sûr. Dans les simulations, on peut rajouter un tout petit bruit qui fait que le système va basculer dans cet état ou dans celui-là. Donc en fait, le système a pris une décision. Alors pour l'instant, on ne sait pas quelle décision il prend, mais on a réussi à créer un système qui est autonome, bon, qui n'apprend pas, mais qui est capable de prendre une décision. Donc en gros, on a refait le petit pendule. Et ça va être la base d'un système de décision un peu plus compliqué. Alors ce qu'on peut faire, en gros, c'est avec ces mêmes idées, c'est qu'on peut faire, donc là ça s'appelle la théorie des champs de neurones. Je vous ai mis l'équation, mais c'est pas très important. En gros, c'est le même principe. Sauf que plutôt que d'avoir 2 neurones, en fait, on va en avoir une infinité. Donc c'est un modèle qui est continu, mais peu importe. Mais ce que ça va faire, vous avez les propriétés en dessous. En bleu, c'est l'entrée que je donne au système, et en rouge, c'est la réponse du système. Alors comment on obtient ça? En fait, on va itérer l'équation plein de fois, et là, on va dire, ah bah ok, le système, c'est centré à un endroit du signal. Donc c'est un signal en une dimension, et on voit qu'il y a ce qu'on appelle une bulle d'activité qui est formée à un certain endroit. Cet endroit, en l'occurrence, c'est là où il y a, on va dire, le plus d'informations. Dans le deuxième cas, cette fois, on va présenter l'entrée, elle est plus au hasard, on lui présente 2 stimulus, et en gros, on laisse le système agir, et il va choisir un des 2. Pour l'instant, on ne sait pas lequel, mais ce qu'on peut garantir, c'est qu'il va en choisir un seul. En gros, il a pris une décision. Et les deux autres propriétés qu'on peut avoir, c'est de la mémoire. Donc je lui montre un stimulus, je l'enlève, et il va conserver une trace de ce stimulus. Et enfin, on peut aussi faire ce qu'on appelle du tracking. C'est-à-dire que le stimulus va bouger. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On peut faire un tout petit modèle, comme ça. Et là, je vais faire fonctionner le modèle. Donc ici à gauche, vous avez les entrées visuelles que je fournis au système. Et ce qu'on voit à droite, c'est la réponse du système. Donc ça modélise l'équation que je vous ai présentée juste avant. Et ce qu'on observe, c'est que le système va faire émerger une bulle sur un des 3 stimulus et va rester dessus. Et indépendamment du bruit. Alors il y a des raisons mathématiques pour lesquelles il est capable de ne pas se laisser influencer par le bruit,
Mais en gros, on a un système qui il a choisi un stimulus et maintenant il le fixe. De la même façon, on peut rajouter des distracteurs. Donc cette fois, c'est plus simplement du bruit blanc. Je vais en rajouter un peu partout. Et là aussi, on peut vérifier que le système va suivre le stimulus. Dernier cas, on va mettre un petit stimulus entre guillemets. Et cette fois, on va rajouter des stimulus plus salients. Mais comme il avait d'abord regardé le petit, on va vérifier que le modèle arrive à suivre le premier stimulus. Donc ça a vraiment des bonnes propriétés. Et la question, c'est est-ce que c'est une vraie propriété du modèle, ce que je viens de vous raconter? Et la réponse, en fait, c'est oui et c'est non, mais plutôt non. Là, je vous ai raconté en vous disant il va suivre le. Donc si vous regardez si on regarde, je vous ai dit, il va suivre parce qu'on voit une bulle d'activité qui visuellement est au même endroit. D'accord? Et vous m'avez fait confiance en disant, oui, effectivement, ou alors peut-être que vous avez pensé que je racontais n'importe quoi. Attendez, j'essaye de revenir. Désolé, je suis perdu dans mes... Voilà, donc là, en fait, où ça va dépendre, c'est maintenant, si je veux mettre ça dans un vrai corps, je vais devoir interpréter cette carte que j'ai appelée focus, donc c'est là où on voyait le rond. La question, c'est comment est-ce que je vais câbler ça? Et en fait, selon la façon dont je vais relier cette carte au corps, dans un cas, à gauche, je vais effectivement traquer la cible, mais si je, en gros, mélange les fils d'une certaine façon, je vais avoir l'effet inverse, où en fait, dès que je lui montre un stimulus, ça va regarder ailleurs. D'accord? Donc l'interprétation que j'ai fait juste avant ne tient pas. Il faudrait vraiment que je relie le modèle à un corps pour effectivement dire oui, le modèle est en train de regarder. Mais je saurais que c'est moi qui ai décidé que le modèle allait regarder. Donc c'est là où on peut introduire des biais dans l'interprétation de ce que fait le modèle. Donc avant, je peux dire c'est corrélé, c'est tout ce qu'on veut, mais c'est à partir du moment où je vais le mettre en relation avec un corps que ça va avoir les bonnes propriétés. Alors ça, c'est aussi ce qui se passe dans une certaine mesure au niveau du corps, et notamment chez les primates et chez l'homme. Donc ce même modèle, en fait, on l'a utilisé pour expliquer comment on fait des saccades oculaires chez le primate. Donc en gros, c'est le même modèle. La grosse différence, c'est qu'en fait, si vous savez comment l'œil est fait, vous avez une fovea. La fovea, c'est la partie centrale de l'œil où vous avez énormément de récepteurs. Et à la louche, vous prenez une orange, vous la mettez à bout de bras, c'est là où vous voyez de façon nette. Le reste, c'est déjà beaucoup plus flou parce que vous avez moins de récepteurs. Là, ça, lorsqu'on va modéliser les voies visuelles et notamment cette structure du colliculus supérieur, ça va avoir une influence. Et l'influence fait que, à cause de cette répartition physique de vos récepteurs, lorsque vous allez voir plein de stimulus, vous allez avoir tendance à regarder ceux qui sont centraux. Et on va dire, pour simplifier, c'est qu'en tant que prédateur, ça va être un avantage. Parce que lorsque vous allez chasser une proie, vous avez tout intérêt à la garder en gros dans le point de mire. Si vous êtes plutôt une proie, mais bon, il n'y a pas forcément équivalence, vous avez intérêt à avoir une fovea différente, c'est-à-dire de surveiller la ligne d'horizon, donc d'avoir beaucoup plus de récepteurs sur la ligne d'horizon. Donc cette idée d'avoir cette implantation physique des récepteurs va vraiment changer les propriétés du domaine. Et donc ça, c'est la modélisation qu'on obtient. En gros, si ça, c'est votre œil, ce que vous voyez ici, c'est jusqu'à 5 degrés, enfin jusqu'à 10 degrés, voilà, ça va être pratiquement la moitié de cette structure, le colliculus supérieur, qui va être dédié à ça. Et pour revenir sur ces modèles, je vais passer un peu plus vite, mais on peut le raffiner au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'on peut lui donner de la mémoire de travail. Donc là, l'idée, c'est de dire, une fois que j'ai été regardé à un endroit, j'aimerais bien aller voir à un autre endroit. Et donc, il faut que je me souvienne que je viens d'ici. Parce que sinon, vous allez faire
Je suis en B, je vais en A, je retourne en B, en A. Donc en fait, il faut avoir une mémoire de ce que vous faites. Et ensuite, on peut faire de l'anticipation, c'est-à-dire que lorsque vous bougez les yeux, alors vous en rendez pas compte, mais lorsque physiquement, quand vous bougez un œil, toute l'image change sur la rétine. Et vous avez pourtant cette impression de stabilité qui est vraiment une grande illusion. Chaque fois que vous saccadez, toute l'image change, mais votre cerveau est capable de vous donner cette vision cohérente. Et donc ensuite, on peut relier tout ça et mettre ça sur le robot qu'on a appelé Roger, parce que ça nous fait rire. Parce qu'après, les journalistes viennent nous voir et disent il fait quoi? Il s'appelle comment? Il dit Roger. Ils font, ah. Alors ça, c'est un film, on va dire, institutionnel. Ça a été fait un peu par accident, parce qu'il a donné un petit côté artistique à ce qui se passe pour de vrai. Donc ce qui se passe derrière, je vous l'ai expliqué, c'est vraiment du calcul assez bête et assez simple. Mais la façon dont il a filmé le robot fait vraiment croire que Roger a envie d'attraper l'orange, qu'il pense qu'à l'orange, alors que non, derrière, il n'y a rien, c'est vraiment des calculs. Et d'ailleurs, si je voulais comprendre ce qui se passe vraiment, pour le coup, enfin, d'un point de vue externe, je n'ai accès à rien. Donc là, je vous ai mis deux images où on a fait ce qu'on appelle la tension covert et overt. Donc, overt, c'est quand vous allez vraiment saccader pour aller voir un point en particulier. Et quand c'est covert, en fait, vous regardez un point, mais vous prêtez attention à un autre. Donc ça, on a pu faire ça dans le modèle. Sauf que de l'extérieur, tout ce que vous voyez, c'est deux images de Roger qui sont absolument identiques. La seule différence, c'est au niveau interne. Donc en gros, il faudrait que j'ouvre la tête de Roger, bon, en l'occurrence, là, c'est des câbles, pour aller voir effectivement ce qu'il est en train de faire. Donc c'est-à-dire qu'on n'a pas accès à tout ça. Donc maintenant, pour revenir à ce problème du corps, la question, c'est qu'est-ce que ça va nous apprendre sur ce rôle du corps, de la modélisation et de ces biais qu'on peut introduire. Alors, il y a un texte que j'aime beaucoup de René Thom, pour revenir un peu à la base, qui raconte en gros, ça veut dire quoi faire un modèle. Parce que ce qu'on va faire en neurosciences computationnelles, c'est des modèles, et en gros, il faut s'entendre sur ce qu'est un modèle. Et ce que j'aime beaucoup dans ce que propose René Thom, c'est de dire que avant le modèle, vous avez une question. C'est-à-dire, on ne fait pas un modèle pour le plaisir de faire un modèle, on a d'abord une question sur un être qu'il appelle X, qui existe dans le monde réel. Alors ça peut être de la physique, ça peut être de l'astronomie, ça peut être de la biologie, mais vous avez votre question. Et en raison de la complexité de cet être X, vous ne pouvez pas avoir directement votre réponse. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un modèle de cet être, avec toutes les hypothèses qu'on veut. La question que je posais sur l'être X, maintenant je vais être capable de la poser sur mon modèle, et je vais obtenir une réponse. Et via ce qu'il a appelé l'analogie, en fait, je vais pouvoir, via cette analogie, répondre à la question sur cet être X. Et là où c'est un peu délicat, parce que donc René Thom était surtout un mathématicien, pour faire court, c'est que quand on va en arriver à la cognition, ça devient un peu plus délicat de considérer cette analogie, parce qu'elle est absolument plus directe. Donc en gros, si on reprend le modèle standard de René Thom, c'est dire, voilà, j'ai le modèle, et donc l'observeur, je pose ma question modèle, et j'obtiens ma réponse. Alors oui, mais en fait, quand on va étudier à la fois la cognition, la biologie, un des problèmes, c'est que on va vouloir interpréter le modèle, le cerveau du modèle que je modélise avec mon cerveau et ses biais. Et donc c'est là où on a en fait un deuxième niveau, et en fait il va y en avoir un troisième, au sens où l'idée c'est de dire que la cognition va aussi dépendre de votre appareil perceptif. Donc en gros il faut faire passer par ce biais du cerveau, du corps, et éventuellement dans le cas le plus grand, c'est-à-dire lorsque je vais être en interaction avec le modèle. Donc là, je vous ai montré Roger. On peut interagir avec lui. Et si je mets que ça pour déduire ce qui se passe chez lui, ça va être extrêmement difficile. Donc, il faut essayer de considérer tous
tous ces niveaux à la fois. Et pourquoi c'est difficile? Alors, je pense que vous connaissez ce genre d'image. C'est vraiment tout ce qu'on appelle l'anthropomorphisme. On ne peut pas s'empêcher de projeter des choses. Donc là, j'espère que tout le monde voit les... Donc là, à gauche, c'est des poivrons. Hein, bon, ils étaient coupés comme ça. Là, c'est une église, et là, j'ai oublié ce que c'était. Mais en tout cas, moi, je vois bien les petits smileys, quoi. Donc en gros, dès que vous avez deux ronds avec un grand rond, vous avez vraiment une tendance assez forte à anthropomorphiser. Et dans le cadre, cette fois, si on revient plus vers la robotique, et on va dire, en gros, cette tendance à anthropomorphiser, ça va bien marcher jusqu'à un certain point. Donc ça, c'est une courbe assez célèbre en robotique qui s'appelle la vallée de l'étrange. Vous connaissez, non? En gros, c'est une courbe qui a été faite à main levée. Hein. Elle ne repose pas sur des vrais data. Mais l'idée, c'est de dire que voilà, si vous partez de robots qui ressemblent à rien, ça va bien se passer, vous n'aurez pas de sentiment de malaise. Lorsqu'on va arriver vers les robots humanoïdes, s'ils ne le sont pas trop, ça va bien se passer. Et il y a un moment où ça va pas le faire, jusqu'à ce qu'on arrive à vraiment des choses qui soient à peu près parfaites, qui peuvent aller jusqu'à l'humain, évidemment. Alors il y a un exemple assez célèbre, hein, c'est les géminoïdes. Vous connaissez c'est Ishiguro qui fait ça. Donc là, je pense que vous pouvez reconnaître le géminoïde de la vraie personne. Lorsqu'on les met en marche, ce que j'ai marqué, c'est creepy, quoi. Ça met vraiment mal à l'aise parce que les mouvements ne sont absolument pas bien faits. À l'autre bout du spectre, vous avez besoin des fois vraiment de 3 fois rien. Donc peut-être que vous le connaissez. C'est une très vieille étude qui date de 1944. Et qui joue vraiment sur notre capacité à projeter énormément en gros de notre cognition dans 2 triangles et un rond. Et là, si je vous demande l'histoire, je pense que vous pouvez me raconter l'histoire. Alors ça peut varier, mais en gros, on voit bien qu'il y a une histoire. Donc la plus communément admise, c'est soit une fille et un garçon qui viennent pour rencontrer le père, et le père est pas content, il dit c'est qui ce garçon, et il commence à se battre, etc. Enfin, on voit bien, là, ils partent se cacher, la fille s'enferme, non, je veux plus te parler. Enfin, on peut broder à l'infini. Mais il n'y a rien dedans. C'est juste, physiquement, c'est triangle, rond qui bouge. Le reste, c'est vous. Alors, il y a des gens qui ont bien compris ça, qu'en fait, on peut profiter énormément de la cognition en gros, que vous allez projeter. Vous connaissez ce petit robot, là, il était censé faire fureur à Noël. Et là, alors c'est un petit robot, il bouge, les degrés de liberté, c'est 2 chenilles. Il a un petit truc qui se lève. Par contre, au niveau des yeux, ils ont fait un travail extraordinaire. Et d'ailleurs, c'est des gens de chez Pixar qui ont fait toutes les animations. Et il va devenir étonnamment expressif. Là encore, une fois, c'est vous qui allez projeter énormément, qui allez décider qu'il est mignon, sympathique. Donc voilà, il peut faire des jeux avec des petits cubes. J'ai pas d'action chez eux, hein, c'était juste pour vous montrer mais tout va passer par les yeux. Et pour finir, pour finir sur ces exemples, c'est un exemple qui m'avait beaucoup marqué. C'est un étudiant qui avait fait ça en 2012. Et en gros, il a repris le principe de la lampe de Pixar. Vous connaissez ces petites lampes, voilà. Donc il a appelé Pinocchio. Vous avez les plans pareil sur Internet si vous voulez la refaire. Donc il y a une webcam, 6 moteurs, une reconnaissance de visage. Et après, en gros, on va dire c'est du storytelling que vous êtes en train de vous faire avec la lampe. Objectivement, la lampe, en gros, derrière c'est OpenCV. Est-ce qu'il y a un rond quelque part? Oui. On dirige la lampe et on regarde. C'est tout ce qui se passe. Le reste, c'est pas grand-chose. Alors évidemment, quand il va commencer à lire, il n'y a plus le visage, donc la lampe va lancer un programme pour faire comme si j'étais curieux, que je voulais regarder ailleurs. Et là où ça a été génial, c'est que à la toute fin, la lampe se rallume.
comme si elle avait sa propre volonté. Alors c'est rigolo parce qu'en fait, on a voulu refaire cette lampe et quand on a demandé aux étudiants, on leur a dit, pourriez nous faire le truc où quand on l'éteint, elle se rallume, ils commençaient à dire, ah mais il faut mettre un condensateur parce que pour avoir assez d'énergie, et non stop, ça, quand on appuie là, ça lance le programme qui fait ça, jamais elle s'éteint. C'est encore une fois, c'est une illusion. Et donc la question, c'est encore une fois tout ce qu'on projette dans l'autre. Et donc l'idée qu'on a eue à partir de ça, c'était de voir est-ce qu'on peut savoir à quel moment distinguer entre ce que nous on projette et ce que l'autre va projeter. Est-ce qu'on peut faire un espèce de test de Turing minimal? Alors il y en a un qui est super minimal, c'est Charles. Je me rappelle quand tu l'avais présenté. Donc là on a presque plus rien. Il y a un bit d'information. Donc ça on l'avait bien regardé. On dit ouais mais non on va essayer d'en avoir un tout petit peu plus. Donc on a repris cette idée de faire une lampe et essayer de baisser. Mais cette étude je la trouve absolument géniale parce que là pour le coup on n'a plus qu'un bit d'information et la dynamique, ce qui est assez important. Dans notre cas, on a fait ça avec un groupe à la fois de philosophes, anthropologues, psychologues et linguistes. Et l'idée, c'est de dire que en fait le degré d'interaction va être corrélé en tout cas avec la cognition, la cognition qu'on prête sera corrélée avec le degré d'interaction. La question, c'est est-ce qu'on peut avoir un degré minimal, un nombre de degrés de liberté minimal grâce à laquelle on peut transmettre la cognition. Et donc l'idée, c'est d'utiliser, donc là c'est la lampe pendant qu'elle était en train d'être construite. Donc on a fait une version un peu steampunk pour pas qu'elle ressemble trop à quelque chose d'industriel. Alors les expériences, en gros c'était simple, on a fait venir les gens dans le labo. Enfin les gens, c'était les victimes habituelles, c'était les étudiants qui étaient là, qui traînaient dans les couloirs, plus qu'avec quelques autres personnes. Et on leur a mis des caplas. Vous voyez ce que c'est les caplas? C'est des bouts de bois. En gros, on les a mis devant, on leur a dit il faut faire allumer la lampe. Mais c'est tout ce qu'on leur a dit. Vous avez les bouts de bois, il faut que la lampe s'allume. Et donc, ils ont commencé à faire plein de trucs. Et pendant qu'ils faisaient ça, en fait, on faisait bouger la lampe selon 3 scénarios. Premier scénario, la lampe suivait un programme qu'on avait écrit avant. C'est-à-dire 0 interaction. Dans la deuxième version, c'était un opérateur humain qui était là, enfin qui était caché, qui regardait ce qui se passait et qui essayait d'aider, d'interagir. Et le troisième, c'était la même chose, mais on avait enlevé les mouvements de oui et non. Parce que peut-être une erreur qu'on a fait, c'est qu'en fait la lampe, elle est déjà anthropomorphe au sens où on peut dire qu'elle a une tête et un corps. Donc la tête et éventuellement un œil avec la caméra. Et la lampe, de toute façon, s'allumait au bout de 7 minutes. Et là, on a été surpris. Bon, alors il y a plein de biais, on l'a pas publié parce qu'il y a vraiment plein de biais de tous les côtés. Mais en fait, la plupart des gens pensent qu'elle a sa volonté propre et qu'elle a bien interagi avec eux, y compris les gens qui étaient devant un programme. Donc le programme se déroulait indépendamment de ce qu'ils faisaient, et parmi ces gens-là, il y en a qui ont dit « Ah oui, j'ai bien interagi avec la lampe ». Donc en fait, ils sont vraiment construits leur scénario, donc on n'a pas encore regardé tous les résultats, mais c'est pour dire à quel point c'est puissant le fait de projeter dans l'autre. Ensuite, on a fait une deuxième expérience pour sortir du labo. Donc cette fois, on était sur un marché, comme vous avez partout en France, et on a mis les personnes devant une lampe, et cette fois, on les a mis par 2, et on leur a demandé de dialoguer pour décider si la lampe était dirigée par un humain ou si elle était autonome. Et on a écouté leur enregistrement, et ça vaut le coup, parce que y en a qui disent « Mais non, c'est pas possible, parce que on voit pas l'opérateur, il n'y a pas de caméra... alors que la caméra, elle est posée devant eux. Enfin, ils peuvent pas la rater, quoi. Et en gros, tout le monde pense que la lampe est autonome parce qu'elle interagit. Donc c'est à la fois un peu surprenant. Donc du fait qu'elle interagit bien avec eux, c'est-à-dire qu'elle est autonome et qu'il n'y a pas d'opérateur derrière. Donc ne me demandez pas la logique de leur réponse, mais c'est vraiment très, très étonnant. Et surtout, ça change les données du problème quand vous avez, pour le coup, 2 humains en face de l'objet pour discuter
des tenants et des aboutissants. Finalement, c'est plus intéressant d'écouter leur conversation lorsqu'ils vont parler de l'objet. Alors voilà, pour conclure, en tout cas, j'ai pas de conclusion définitive et ça nous embête quand même pas mal parce qu'on n'a pas de solution simple pour aller évaluer nos modèles. Donc on peut le faire de façon en termes de performance, de moyenne, tout ce que vous voulez, mais si je veux exprimer que voilà, mon modèle prend une décision, c'est pas aussi simple. L'autre point qui me semble assez important, c'est que pour comprendre et pour revenir à l'araignée, que personne n'aime, enfin sauf s'il y en a quelques-uns, mais l'idée c'est de dire que peut-être en fait notre propre cognition va nous empêcher d'apprécier la forme de cognition de l'araignée. Alors d'une part parce qu'on ne va pas avoir les mêmes effecteurs et parce qu'on a cette espèce de barrage de la cognition. Alors vous le savez, par exemple chez les grands primates, il y a eu, enfin chez tous les animaux, il y a eu pas mal de théories pendant longtemps pour dire mais non, ils ne ressentent rien, ils n'ont pas d'émotion, et tout ça maintenant ça a été largement balayé. Donc notamment il y a Franz de Waal qui écrit un très beau livre, c'est L'âge de l'empathie sur les primates, pour dire voilà toute la gamme des émotions, toute la gamme des comportements. Donc pour l'araignée, peut-être que dans quelques années, on aura un peu plus de choses à dire. Voilà, merci. Donc on a quelques petites questions très intéressantes. Alors première question qui est celle finalement de la gestion de l'angoisse ou de la phobie possible d'un utilisateur lambda face à un comportement robotique qui serait peut-être étranger par son imprévisibilité éventuellement dérangeant, enfin en tout cas un comportement du robot qui par son étrangeté, précisément parce qu'il ne serait pas anthropomorphique, pourrait gêner l'utilisateur ou gêner l'interlocuteur de ce robot. Deuxième question sur oui, alors celle d'un biais interprétatif possible des sujets de l'expérience face au test de Turing, dès lors qu'ils ne connaissent pas en fait le principe même ou le fonctionnement du dispositif qui est déployé. Troisième question, qu'est-ce que j'ai marqué? Ah oui, donc est-ce qu'on peut dire que c'est un vrai test de Turing qui est déployé, qui est effectué, dès lors que finalement ce qui est, enfin la machine elle-même n'est régie que par du calcul, dès lors que finalement, enfin, en fait c'est une question, j'avoue que je n'ai pas entièrement. Voilà. Alors préciser ensuite la spécificité et la différence finalement du fonctionnement cognitif ou du fonctionnement en tout cas de la pieuvre, puisque vous disiez que c'était différent. Ensuite, nécessité d'une attitude anthropomorphique. Pourquoi pas effectivement des robots dès lors qu'on est dans un contexte de travail et de commercialisation? Est-ce qu'au fond, est-ce que l'anthropomorphisme, cette capacité qu'a le robot à se comporter d'une manière en apparence humaine, ne serait pas un atout, par exemple, en tout cas l'objet d'une réflexion par rapport au contexte du travail et du commerce? Ensuite de quoi détailler davantage effectivement un dispositif qui en a intéressé plus d'un sur le photon, pour être intéressant. Et enfin, alors, voilà, la question s'est posée notamment par rapport à l'existence de jeux vidéo dans lesquels des personnages historiques sont réappropriés et auxquels on donne un comportement qui dépend en fait finalement de l'interaction avec l'utilisateur ou le joueur. Est-ce qu'il y a dans la recherche une appropriation de cette question, à savoir est-ce que, quel est finalement le rôle, la part d'importance de l'anthropomorphisme dans l'interaction joueur ou utilisateur en tout cas, et robot. D'accord. Alors, je vais juste te passer le micro. Tiens, merci. Ah, c'est celui-là. Bon, c'est pas des questions simples. Alors pour ce qui est le jeu vidéo, alors il y a beaucoup de recherches sur en tout cas sur les agents, notamment les agents conversationnels, pour essayer finalement de convaincre l'humain qui est en face qu'on a bien affaire à un humain. Alors dans les jeux, oui évidemment. Là où ça va être intéressant, c'est tout ce qui est chatbot. Donc l'idée, c'est de convaincre
les gens qu'ils ont affaire à un humain. Alors, à votre avis, où est-ce que ça va être intéressant? Alors, tout ce qui est site de rencontres. Donc, il y a eu des scandales il y a pas si longtemps où ils ont diffusé les adresses de plein de souscripteurs du service. Et en fait, ils se sont aperçus que peut-être, je sais pas, en moyenne, sur 100 utilisateurs, il y avait peut-être une femme. Le reste, c'était des hommes. Et donc, vous avez un problème à résoudre, c'est qu'il faut convaincre les utilisateurs qu'ils ont effectivement en face de vraies personnes. Alors, la tâche est un peu simplifiée parce que le champ lexical des conversations, on va dire, va pas forcément aller très très loin selon le service, le type de service qui est vendu. Donc, ça peut être assez convaincant. Et ça marche aussi sur le principe du c'est moi qui raconte l'histoire. Donc à la base de ça, il y a un programme qui s'appelle ELISA, qui est très vieux, c'est des années 70, ça a été fait par Weizenbaum, et ça simulait c'était un psychothérapeute rogerien. Voilà, c'est rogerien. Bon, je sais toujours pas ce que ça veut dire, mais en gros l'idée c'est que ça va être le sujet qui parle. Et donc ce que faisait la machine, c'est elle reprend un mot de votre phrase et elle le réinjecte sous forme de question, et voilà, ça va être convaincant. Aujourd'hui, vous avez des chatbots, il y a des concours internationaux, donc il y a le prix Loebner, où là, on va essayer de faire passer à ces chatbots le test de Turing. Donc tous les ans, il y a quelqu'un qui dit « Ah, mais j'ai réussi à passer le test ». Non, en général, ça va pas très loin. Vous pouvez jouer avec ces bots. Si vous avez une conversation, on va dire, sensée, vous posez des vraies questions, ça va être un petit peu convaincant. Et la version, j'utilise ça pour montrer que l'IA, ça marche pas trop bien. Alors moi, je tape odor. Vous connaissez Game of Thrones? Vous tapez juste odor tout le temps. Et vous allez voir à quel point le chatbot est stupide, parce que lui, ça va pas le déranger, quoi. Si je me mets à vous dire odor tout le temps, là, vous dites, mais qu'est-ce qu'il fait? Le chatbot, lui, c'est bon, il dit, ah ouais, odor, c'est ta couleur préférée, vraiment? Ah, t'habites à Odor. Enfin voilà, en gros, il épuise toutes ces questions. Donc il y a quand même pas mal de recherches. Après, il y a d'autres applications, ça va être tous les services type EDF. Quand vous appelez, dites un chiffre pour, et au fur et à mesure, ils aimeraient bien avoir des agents qui puissent répondre, en tout cas, aux questions les plus simples. Mais lorsque vous arrivez avec on va dire de la sémantique, ça commence à plus marcher du tout. Je vais les prendre dans le désordre. Alors, détailler davantage le dispositif photon. Alors, l'idée, c'est... Enfin, je m'en souviens à peine. Alors, il y a l'article qui est en ligne, mais en gros, vous prenez un laser, vous balancez les photons, et vous avez des miroirs diffractants qui laissent passer 50% de la lumière et qui en diffractent, qui en réfléchissent 50%. Donc en gros, si vous regardez ça au niveau du photon, vous avez une chance sur deux, si vous le faites passer un par un, soit il passe au travers, soit il va sur le côté. Et donc ça, déjà, ça vous donne un choix entre A et B. Et après, ce que vous faites, alors c'est là où l'humain intervient un tout petit peu, c'est que si le premier passe dans ce sens-là, on va légèrement bouger le miroir réfractant. En gros, on augmente la probabilité d'aller plus vers là. Alors, c'est encore un peu plus compliqué. S'il choisit cette direction et qu'il a une récompense, alors on bouge le miroir, sinon on le bouge dans l'autre sens. Et pareil de l'autre côté. Et donc à la fin, en gros, vous avez une loterie avec... vous choisissez entre A et B. A, ça vous rapporte 75% de récompense. Donc vous jouez et vous tirez 100 fois. 75 fois, vous avez 1 euro. Alors que l'autre, vous tirez 100 fois et vous avez 1 euro 25 fois seulement. Donc l'idée, c'est de sélectionner d'abord le A. Et simplement en bougeant ce miroir avec ce photon qui se balade, donc en gros c'est la théorie duale et corpuscule de la lumière qui fait que ça marche comme ça. C'est tout ce que je peux en dire. Après, il faut aller lire l'article, hein. Il y a un petit schéma qui explique ça très bien. Je pense que si vous avez le matériel, vous pouvez à peu près le refaire, mais ça ne va pas être complètement trivial. Alors, nécessité d'une attitude anthropomorphe dans le contexte. Donc, du coup, la question, c'était... alors ça, je connais pas très bien la perception en tout cas des travailleurs par rapport aux robots. Donc, il y a un champ qui s'appelle ce qu'on appelle la cobotique.
Donc là, l'idée, c'est de faire travailler humains et robots ensemble. Alors, ça ne veut pas dire forcément que le robot va être anthropomorphe, enfin, qui va être humanoïde. C'est juste des robots où l'humain va pouvoir interagir avec lui pour le faire apprendre. Après, sur l'attitude anthropomorphe, il y a eu aussi des expériences de Google. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ils avaient fait un robot qui était capable de se baisser. Il ramassait un objet et puis il le transportait. Non, vous l'avez pas vu ce film. Et donc à la fin, le scientifique, en tant que scientifique, arrive pour tester l'équilibre. Donc il donne un grand coup de pied. Après, il arrive, il lui donne des grands coups de pioche. Enfin bon, c'est une machine, quoi. Et en fait, ça a provoqué un ggros scandale, enfin on va dire du bad buzz, à tel point que Google a dit bon, c'est bon, on arrête. Bon. Donc en gros, ils ont fermé le labo. Donc il y a enfin, c'est un courant qui est en train aussi de naître pour dire il faut protéger les robots parce que ils ont une vie. Enfin, non, là c'est vraiment une machine mécanique qui a un super sens de l'équilibre, mais les gens sont quand même excessivement choqués qu'on puisse maltraiter la machine. Et après, l'attitude anthropomorphe, oui, non, c'est à peu près tout ce que je peux vous en dire sans dire trop de bêtises. Alors, sur la pieuvre, c'est vachement différent parce que la structure du cerveau n'est pas laminaire, c'est plus à base de noyaux. Et notamment, vous avez 8 tentacules. En gros, vous avez un cerveau central et vous avez pratiquement 8 cerveaux au niveau de chaque tentacule, qui est en charge de gérer le tentacule, quoi. Et les structures internes sont en fait, il n'y a pas on va pas parler de cortex, on va pas parler d'amygdale, donc ça reste un objet étrange. Alors il y a énormément de monde qui l'étudie parce que ce que sait faire la pieuvre, c'est vraiment étonnant. Donc cette capacité d'imitation, dont je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc vous prenez une pieuvre, vous mettez un crabe dans une bouteille fermée, vous savez, un gros bocal en plastique, vous fermez. La pieuvre va regarder, donc elle adore le crabe, donc elle va chercher. Au bout d'un moment, avec le tentacule, elle dévisse le bouchon, elle attrape le crabe. Bon, tant pis pour le crabe. Et une fois qu'elle a fait ça une fois, vous le remettez le même problème, elle le résout instantanément. Et là où c'est étonnant, c'est que maintenant vous mettez une jeune pieuvre qui regarde l'autre faire, donc qui n'a jamais fait la manip, vous lui mettez le bocal et en gros, elle sait le faire pratiquement instantanément. Donc elle a une capacité d'imitation, d'interprétation, donc ça a vraiment une intelligence hors du commun, avec des structures cérébrales qui sont pourtant complètement différentes. Donc ça remet aussi pas mal en cause un peu tout ce qu'on va dire sur le cerveau des mammifères pour dire c'est telle structure, et on pourrait dire oui, mais la pieuvre c'est complètement différent et ça marche aussi. Oui. Alors là, je ne saurais pas te dire. Je connais très peu je sais. Alors peut-être, ouais, oui, j'avoue que je connais pas du tout la fourmi. Oui, non, mais c'est effectivement possible. Hein, je connais pas la fourmi. Ouais. Et en plus, les fourmis, la difficulté, c'est qu'elles sont souvent étudiées en termes de colonies, et je connais, j'ai pas de références qui me viennent pour le coup, sur le cerveau. Et du coup, il faudrait peut-être aller voir chez l'abeille aussi si c'est similaire. Ah, je suis aussi invité pour les questions. Alors, est-ce un vrai test de Turing si c'est purement computationnel? Alors ça, c'est ouais, bon, je sais pas pourquoi j'apprends maintenant. Il faudra plus de 5 minutes. C'est une question qui est un peu là tout le temps. Et là, notamment la question, donc si on reprend même le vrai test de Turing et qu'une machine passe le test, qu'est-ce qu'on en déduit? Et donc là, c'est des batailles de philosophes. Et c'est même pas des batailles qui sont feutrées. Hein. Il y a des livres où il y a John Searle, Dennett et consorts. Enfin, il y a un livre où pratiquement ils s'insultent dans le livre. Je ne sais pas comment ils ont réussi à l'éditer ensemble. Mais vous avez l'argument de la chambre chinoise. Donc ça, c'est Searle qui le donne pour dire, finalement, même si ça passe, on peut avoir tout le côté syntaxique sans la sémantique. Et en même temps, après, vous avez aussi l'autre débat de dire, qu'est-ce qui vous prouve que moi, je ne suis pas une machine?
Et dans un sens, je pourrais dire, je suis une machine biologique. Donc c'est pas quelqu'un qui m'a ingénieré entre guillemets, mais je reste une machine. J'ai pas une âme éthérée ou autre chose. Donc a priori, pour le coup, c'est assez difficile de répondre à la question. Et il faut répondre sur ce qu'on appelle ce qui se cache derrière, c'est l'idée de la conscience, etc. Alors, le biais interprétatif relevant d'une ignorance du procédé, j'ai oublié, c'était quoi le sens? Est-ce que lorsque le cobaye est sujet d'expérience ne connaît pas finalement le dispositif expérimental, il ne peut pas même finalement s'interpréter, est-ce qu'il n'est pas, la vie n'est pas biaisé. Alors, j'aurais tendance à dire que non, parce que, enfin, dans les expériences qu'on a fait, on les met en face d'une machine où tout est apparent, il n'y a pas sauf effectivement une des conditions. Et je reste persuadé que même si on leur dit que c'est qu'une machine, que ça va être un programme qui se déroule, ils vont quand même aller interpréter des choses. Donc ça, on l'a vu en labo quand on met un programme qui se déroule, alors sauf qu'on leur avait pas dit, mais ils vont interpréter les choses. Et je suis persuadé que même si on leur dit que que tout est programmé, ils vont quand même avoir anthropomorphiser. Donc l'exemple, c'est qui n'a pas parlé soit à son téléphone, soit à son ordinateur, dire ah mais pourquoi tu rames, pourquoi tu plantes, mais non, mais c'est une machine, vous le savez, c'est des programmes. Mais il y en a qui vont, ça va être. La question, c'est plutôt sur le deuxième test où ils étaient par deux et ils discutaient du fait que ce soit contrôlé ou non par quelqu'un derrière. En fait, le fait qu'ils se disent qu'il n'y avait pas de possibilité que ce soit contrôlé par quelqu'un derrière parce qu'ils ne voient pas la manière pour l'être contrôlé, pourrait biaiser les tests dans le sens où pour eux c'est automate parce que. D'accord. Ouais, mais là, on a eu un problème parce que pour nous, c'est incompréhensible. En gros, ils voyaient le dispositif, ils voyaient des fils, ils voyaient qu'il y avait une caméra, et tu as des réflexions du genre, non, mais ça peut pas être contrôlé parce qu'il y a personne autour, quoi. Enfin, ils savent ce que c'est une caméra, elle était posée devant eux. Et en fait, on pense que ce qui s'est passé, c'est qu'ils pensaient que la caméra qui était là devant eux, c'était pour les filmer l'expérience, et ils n'ont même pas pensé qu'éventuellement on pouvait s'en servir pour contrôler le dispositif. Donc, tout était là pour... en gros, ils ont refusé de voir cette possibilité, presque. C'est ça qui est étonnant. Si en leur exposant les deux possibilités, en leur montrant, voilà, c'est possible de la contrôler de cette manière-là, mais c'est possible aussi qu'elle soit... Oui, je suis d'accord. On aurait pu clarifier encore plus le test, par exemple, en leur montrant la cabine où était l'opérateur, pour dire, si un opérateur, il sera là, il contrôlera comme ça, et ouais, tu as raison. C'est peut-être quelque chose qu'on aurait dû faire pour enlever ce biais-là. Oui, dans ce sens-là, oui. Là-dessus, sur cette sorte de biais, ce qui est étonnant, c'est que dans les tests de Turing façon concours Loebner, il y a plutôt un biais contre les machines. C'est-à-dire que les gens qui jouent le jeu de l'interrogateur ne veulent surtout pas être les premiers humains à se faire avoir par un chatbot. Ouais. Et donc les tests sont plutôt biaisés en défaveur de l'ordinateur. Des êtres humains sont pris régulièrement pour des ordinateurs, dans le sens où là, je me demande s'il n'y a pas un biais comme ça sympathique. Non, mais maintenant, effectivement, la question est posée. Oui, je pense que tu as raison. Il doit y avoir on a introduit un biais. De toute façon, on a des biais de partout, c'est pour ça que... Mais celui-là, effectivement, on va le refaire en plus. Donc, peut-être qu'on fera cette démarche. C'est fini. Bon. Merci beaucoup. Voilà.